KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Il y avait sur les murs quelques photographies d'art grec, achetées non pas autrefois sur la trop mince bourse d'agrégation, mais au cours d'un séjour à la Bibliothèque nationale nécessité par la thèse, exprès pour les soirs que le père comptait passer avec son fils. 8 figures choisies avec une certaine discrétion dans le nu et ramenées entre 2 cartons au fond de sa petite malle plate. Ce n'était pas un accessoire immédiatement utile, même pas une prévision. C'était un devancement de bonheur. Sur la cheminée, au pied de la pendule réveil, un cadre de photographie abritait un assez vieil homme à longue barbe, grand air d'autorité humble, rude endimanchement d'habits noirs. Le grand-père paternel, instituteur des environs de 1880. C'est tout ce qu'Augustin en apprit jamais. Pas de grand-mère perdue, dissoute, inofficielle. Pauvre ménagère des anciens temps, qu'on n'avait pas songé à capturer pour la postérité, dans le sillage de son époux. La famille, si claire du côté maternel, encore qu'Augustin fût trop jeune pour s'en rendre compte, remontait dans l'autre ligne à des régions fort brumeuses où disparaissait toute trace. De quels écrasements sociaux, de quelle déficience alimentaire était venue jusqu'à son père, à travers une longue route, cette nervosité rétractée, cette appréhension des pesants corps humains et la fuite vers des joies de pensée pure. Augustin se le demanda souvent par la suite. Vers la fin de la 4e, il y eut un secret entre eux. Aucun d'eux ne le dit jamais à l'autre, mais il savait qu'il le savait. Une célébrité venait à Monsieur Méridier de la distinction de son enseignement, autant que de l'indiscipline qu'il tolérait dans ses classes. Elle le coupait de tout avancement. Elle était l'excuse des inspecteurs généraux pour avoir laissé, dans son obscure province, ce professeur de seconde, maladif et traînant sur sa thèse, d'une pénétration, d'une finesse, d'une mesure hors de proportion avec ses besoins professionnels. Cette indiscipline restait d'une année à l'autre comme une odeur. Elle s'incrustait à la salle, aux murs, au mobilier, autant que les noms des galopins gravés sur leurs pupitres. Des classes qui partaient à celles qui venaient, la tradition en passait comme d'un plaisir sans risque, une activité saine et libre, une sorte de devoir. Le maître finissait par ne plus donner ses leçons qu'à 3 ou 4 élèves, rassemblés sur le banc de devant, futurs lauréats de concours, précieusement recueillis par le professeur de première. Il multipliait pour eux les remarques de la pédagogie la plus techniquement intelligente. Le reste bruissait, se battait, protestait, avec des cris de dents arrachées quand le rythme des dictées de devoirs leur paraissait trop rapide, lisait des romans à 35 centimes, se passait des illustrés vicieux. Un quart d'heure avant le tambour des fins de classe, tous criaient « C'est l'heure, monsieur, c'est l'heure !» Parfois, au sein d'un bruit général anonyme et désintéressé, sans autre but que lui-même, comme une œuvre d'art, une insolence gratuite partait en météore. La mise à la porte prononcée par le maître exsangue, dont les bras tremblaient, était discutée, démentie, confirmée et enfin rapportée au sein d'un bourdonnement collectif émis par le nez, bouche close, gonflant, nuancé, musical, comme un effet de chœur russe. En général, après des incidents de cet ordre, le professeur tâchait d'essuyer de son mieux sans la montrer, en se retournant, s'il le pouvait, vers le tableau noir, une sécrétion lacrymale collant à son lorgnon. Une année, la classe fut le théâtre d'une scène célèbre. Un fort gaillard de 19 ans, entré au jour de l'an, vocation tardive des études classiques, s'installa sur le fameux banc de devant. Rude bûcheur cantalien, qu'agaçait ce bruit, il commença par tourner vers le fond de la salle une menaçante figure boutonneuse.
Puis, se levant sans permission, avec une simplicité d'homme, concentré, voûté, énorme, il abattit d'une main adulte sur la plus insolente tête à claque une gifle massive et solitaire dont l'effet dura 3 mois. L'élève Legueur Marcel, rencontrant Augustin dans une courte récréation d'internes et d'externes mêlés, lui cria un jour d'une rauque voix d'adolescent qui fait homme : « Ben mon vieux, ce qu'on l'a chahuté ton paternel, hein. Si la vache s'était pas amenée !» La vache était le censeur. Augustin, élève de 3e, n'avait pas encore 13 ans. Il portait un sarrau noir bien tiré, à 3 plis, une ceinture de cuir, un col marin blanc, pur et dédaigneux. Sa peur de la brute le faisait trembler. Pendant ce temps, des chiens galeux devaient aboyer aussi dans la rue, fit-il, s'exerçant à un beau mépris tranquille et dangereux. Puis il attendit le coup de poing. Au pied d'un acacia misérable, des papiers déchirés souillaient la terre, parmi des trous à billes et des croûtons. Le hugueur Marcel, sans plus penser à ce qu'il venait de dire qu'à la réponse, planta sans malice, dans un chanteau de pin, une mâchoire inférieure féroce. Le mépris d'Augustin s'en accrut. Sur le seuil de la classe, M. Méridier apparut enfin, en compagnie du censeur. La poignée de main qu'ils se donnèrent jeta par terre la vieille serviette et le vieux parapluie, solitaires l'un de l'autre dans la même gaucherie. En les relevant, Augustin vit la barbiche jaune et blanche, le plan miroitant du lorgnon, le visage de tendresse et de moquerie triste. Il prit le bras de son père d'un air joyeux. « J'ai encore eu 10 sur 10, mon papa, pour le thème. » Ils continuèrent de commenter le beau thème si travaillé, extrait du Sermon sur la mort, sur lequel son père avait suggéré les passages du De Officiis, dont il fallait s'inspirer en quelques endroits. Mais dans le temps même où ils se parlaient, l'enfant se reprochait d'avoir précisément choisi la banalité qu'il ne fallait pas dire. La note 10 sur 10 lui était tellement habituelle que ni lui ni son père ne le remarquaient. De même, n'eût-il pas dû ressusciter l'appellation enfantine « mon papa » qu'il n'employait plus. Ainsi comprirent-ils l'un et l'autre, en même temps, que cette conversation avait valeur de baume, et ils s'en allaient tous les deux, l'enfant doucement gai comme auprès d'un convalescent, le père vaguement protégé. Sa famille ressemblait à toutes les familles de petite bourgeoisie auxquelles appartiennent les agrégés de lycées provinciaux de catégorie modeste. Le chiffre des traitements, l'échelonnement des naissances, les mœurs familiales héritées composent autour d'eux un déterminisme d'humilité qu'ils supportent en général avec stoïcisme. Ils ont même le don de ne pas le voir, comme d'autres s'endorment quand ils le veulent. L'hémisphère supérieur du monde baigne dans la pensée pure, la liberté, 30 siècles d'idées générales, d'Hésiode à M. Bergson. Ces choses sont, comme chacun le sait, le tout de l'homme. Dans l'hémisphère inférieur logent quelques petites nécessités, comme manger, se vêtir et nourrir les siens. Elles forment le surcroît donné avec le reste à toute âme qui sait les mépriser. L'appartement assumait l'aspect spécial des logis à nombreux enfants. Dans les jours d'hiver, le linge des tout-petits séchait au grenier, pincé à des cordes tendues d'un mur à l'autre. La lessiveuse bouillonnait dans la cuisine, près du repas en train de cuire. Madame Méridier surveillait les deux. La grosse Catherine rinçait le linge dans un autre coin de la même cuisine. Magnifiquement massive, maussade et déhanchée, elle l'arrachait à la lessiveuse, l'égouttait, le tordait, le disposait en rond dans une panière d'osier. Madame Méridier l'aidait en ses besognes. Toute seule, ensuite, la Catherine le portait, contre son flanc robuste, jusqu'au grenier qu'elle ébranlait de sa marche plantigrade. Il y eut des années où bronchite, rougeole et coqueluche s'installèrent dans la maison dès novembre et n'en partirent qu'à l'Ascension. Des pleurs fiévreux occupaient la journée et se prolongeaient dans la nuit.
la pauvre maman, ayant dormi 3 heures, se trouvait toute levée le matin pour les toilettes, les déjeuners et les départs. La grosse Catherine envoyait au lait et au pain, denrées quérables que les fournisseurs ne portaient pas, procédait à ce ravitaillement avec une inexcitable lenteur bovine, aucun incident domestique ne mordant sur son cuir. Au retour du lycée, le père entrait à l'empas triste. Il heurtait les chaises, renversait les pots, traînait partout sa gaucherie et sa bonne volonté. Il finissait par rester immobile, abaissant sur les petits lits des yeux de couleur invisible et plissés de détresse. Et rien ne rappelait plus la liberté, la pensée pure, ni aucune de ces choses qui sont le tout de l'homme. Seuls les dimanches surnageaient sur ces semaines troublées. Mais tout ce qui n'était pas de stricte obligation, premier vendredi du mois, cérémonie du tiers-ordre, fête secondaire comme le 8 décembre ou la purification, perdu dans le prestige des grandes fêtes, s'écoulait sans laisser sur la rive l'apport coutumier de messe et de communion, fixe boué sur la fuite des jours. Sentant gauchir par place le cadre de son existence, la pauvre maman disait « Je ne sais plus comment je vis ». Puis ces crises passaient. Les jours cessaient d'être mouvementés, redevenaient des jours sans histoire qui ne font point parler d'eux. Par la force des choses, Augustin relevait surtout de la surveillance paternelle. Mais la vigilance de sa mère, capitale en tout ce qui concernait les choses matérielles, s'étendait de plus aux terres religieuses, exploitées par elle en faire-valoir direct. Une inexplicable solidarité de temps et de lieu associait les prières au repas. Un régime d'union personnelle unissait les deux royaumes sous la même souveraineté. La prière du matin, récitée, ainsi que jadis, entre la cuisine et la chambre à coucher, était hâtive, légère, aérée et comme mousseuse, à goût de chocolat et de départ. Elle vous retenait au lacis des actes et des commandements, tandis qu'on se jetait déjà dans la grande journée neuve. Le bénédicité de midi se mêlait dans les arrière-gorges aux premières émissions des choux et du bouillon gras. Le père y assistait d'une adhésion tacite, sans se signer, sans interrompre la lettre qu'il lisait ou son tambourinage sur la table. La prière du soir, grave et recueillie, se disait dans la salle à manger, devant une table débarrassée, parmi des heures confuses qui tenaient du plein jour par le travail, qu'on y brassait encore, et de la nuit par l'apaisement qu'elle conseillait. Elle admettait 2 ennoblissements. D'abord, le silence de l'examen de conscience, pendant lequel on réentendait la pendule, puis l'odeur de crypte du De Profundis. Debout, immobile, tenant de l'intellectuel et du publicain, M. Méridier exprimait par son attitude, dans une mesure qu'il ne définissait pas, que nul ne définirait pour lui, des sentiments religieux baignés de métaphysique et de mélancolie, mais qui faisaient, pour se mêler à la pratique quotidienne, autant de manières et de cérémonies qu'une hypostase de Plotin. Diffuse tout le long de la semaine, cette vie religieuse se concentrait pour Augustin en 2 moments essentiels, la confession du samedi et la communion du lendemain. Sa mère et l'abbé Amplepuis, le vicaire qui l'avait préparé à la première communion, s'étaient entendus sur cette périodicité. Il n'existait pas dans la petite ville d'autres œuvres de garçons que les patronages populaires. De son côté, le petit séminaire était censé suffire à la formation religieuse des jeunes bourgeois. Rien ne s'appliquait exactement à Augustin. Toute sa vie morale reposerait, outre l'exemple familial bien entendu, sur les sacrements hebdomadaires. L'abbé insistait sur leur régularité, enjoignant par le bout des doigts des mains velues et blanches où logeait une force rurale désaffectée. D'un autre enfant, on exigerait qu'il soit fidèle, mais de lui... La phrase non terminée pendait sans toucher terre. On ne manipule pas Augustin comme un gars de patronage, par un ton militaire et des bons points, moins encore par intrusion et contrôle. Pas davantage avec l'onction conventionnelle et les fleurs de rhétorique de trop vieux herbiers. Madame Méridier marquait non pas une indécision ni un doute,
mais une simple hésitation tactique. Augustin est d'une montée délicate, craignant de faire de la peine, un peu difficile à prendre, un peu indépendant. Elle cherchait ses mots, voyait aussi clair que son mari parlait plus mal. Elle finit par se rabattre sur ses phrases à lui. Son père trouve qu'il obéit moins qu'il n'acquiesce et ne consent. Il dit aussi qu'il s'est bien méprisé. Enfin, dit l'abbé qui se reconnaît moins compétent qu'elle sur les voies et moyens, mettez une transition insensible entre le moment où il consent et celui où il viendra de lui-même. Je voudrais qu'il prenne l'habitude de venir me voir au confessionnal, les samedis vers 4h ou 4h30. Il aura le temps de quitter ses camarades, d'éviter les questions, n'est-ce pas ? Et même de rentrer chez lui, de goûter. Il n'attendra pas, je ne l'ennuierai pas, et la communion des dimanches ira toute seule. Ainsi se tissaient des filets innocents. Le dimanche matin, l'arrangement des assistances à la messe s'emboîtait comme un jeu de patience. Entre la grosse Catherine qui se levait tôt, Monsieur Méridier qui se levait tard, Christine puis Suzanne qu'on conduisait aux Ursulines parce que l'omnibus du couvent ne roulait pas le dimanche, une interminable grand-messe à contourner, l'enchevêtrement des déjeuners et des soins enfantins. Il fallait trouver les cols carrossables et les passages justes. Comme aucun office n'avait lieu à 7h30, l'horaire refoulait à 8h la messe de communion d'Augustin et de sa mère. C'était une belle messe bruyante, d'une vulgarité généreuse, celle des patronages et des catéchismes. Il y avait foule. Augustin et Madame Méridier contemplaient près du porche les bousculades de la sortie. Pendant les vacances de son pensionnat, Christine les accompagnait. De vastes yeux en charbon noir, grands ouverts dans sa figure ronde, des mains d'écolière gercées en plein mois d'avril, un paroissien gonflé par les images de première communion de ses petites amies, elle attendait, tassée contre sa mère. Ses deux nattes pendaient devant son corsage, encore mouillées des ablutions du matin. Avant de quitter la maison, Augustin les tirait par pure malice, juste pour entendre la protestation habituelle. « Ah, laisse-moi, toi !» Pour voir la petite moue délicate et susceptible, qui s'arrange si bien de cette réserve qu'on se donne dès 7h du matin les jours de communion. Des abbés en surplis roulaient dans l'allée centrale comme de gros ballons blancs. L'abbé en pluie voltigeait entre l'autel et le portail. Quelques réclamations de parents d'élèves l'accrochaient enfin au milieu de l'église, le temps de faire prendre en instantané ce sourire de candeur triste, de sincérité nullement naïve qui conduisait, à travers son visage préoccupé et ses dents misérables, tout droit jusqu'à son prudent et simple cœur. Tout ce qui pouvait se dire de prière était noyé dans des cantiques d'enfants. Un court répertoire de 6 ou 7 airs faisait le tour de l'année liturgique. Au fait de la Sainte Vierge, 80 galopins sur une mélodie curieusement mélancolique et désenchantée assuraient qu'ils iraient la voir un jour dans la patrie. Puis il se consolait subitement sur la note finale. Cette mystique langueur confiée à ses gosiers ressemblait à de l'essence de rose versée dans des seaux de fer blanc. Mais d'autres airs, plus mâles, revenaient tous les dimanches, précédés de références et d'introductions. « Prenez page 145, nous voulons Dieu !» criait l'abbé. Il avait juste le temps d'ouvrir les vannes et de sauter en arrière. Une cataracte sonore déferlait dans l'abbatiale. Chants rugueux et genêts dunes, ressuscités pleines d'enfance, leur son cru semblait la matière première, solide et de bonne qualité dans laquelle plus tard on ferait des voix. Une musique d'enfants de troupe courait partout, mordait partout, prenait son élan et sautait aux clés de voûte en 4 coups de talon. À ce zénith, elle tournait vers tous les secteurs de l'horizon un petit visage brutal et résolu. Elle lançait des défis. « Nous voulons Dieu, c'est notre Père.
laissait une seconde pour répondre et brandissait des flammes oranges. Aucun ennemi ne se présentant, elle retombait d'un seul bond sur le sol, victorieuse et démobilisée, criait « Nous voulons Dieu, c'est notre roi !» et expirait dans son triomphe. Augustin suivait malgré lui le foisonnement de ces jeux sauvages. Ils encombraient la messe du confiteor à l'épître, s'interrompaient à l'évangile, lâchaient une nouvelle volée après le sermon pour enfants. Fermez vos livres, croisez les bras. L'heure du recueillement commençait enfin à l'élévation, continuait au pater, s'affirmait au Domine non sum. Les enfants pouvaient reprendre leur chant, l'orgue donnait ses mesures pour rien, les abbés criaient des numéros de page, rien ne troublait pour Augustin la solitude enfin reconquise. Toute cette messe de patronage bruissait autour de son cœur comme pluie de nuit sur des vitres. C'était le moment des actes avant la communion. D'effrayantes audaces métaphysiques, sous leurs onctions fénéloniennes, circulaient incognito, les yeux baissés, vêtus de lin. De petits garçons d'une simplicité docile répétaient par cœur des thèses transcendantes mises à leur portée de petits garçons. En vérité, je vous le dis, si vous n'êtes comme l'un de ces petits. Il arrive à Augustin de sentir, en lui, hors de lui, pas plus que saint Paul, il ne sait, des minutes singulières d'absence d'effort, de total repos, de grand calme, morceau privilégié dans l'immense étoffe du temps. Il éprouve comme un désir sans poussée et sans pointe, vivre docilement blotti, serré contre les siens, et aussi dormir la fenêtre ouverte en une pure nuit d'été. Il n'en sait pas plus long. C'est un écolier de 12 ans. Ainsi se poursuivait la formation morale de cet enfant, pas très semblable aux autres, réservé plutôt que timide, assez distant, froid, tendre, très réfléchi, très volontaire. Peu de souvenirs précis se détachent de ces premières années. Un chuchotement général, formé de 1000 superposés, compose un puissant murmure de monotonie heureuse. Ce sont des jours qui se ressemblent. Leur série tout entière se courbe vers le futur. Une providence maternelle laisse ce petit dans le repos. Vers la fin de la 3e, une secousse l'en tira. Malgré son horreur pour les cours de récréation, Augustin s'était promis d'y faire le plus souvent qu'il pourrait, l'effort d'y attendre son père. Un samedi soir, M. Méridier fut en retard. La cour des moyens contenait des élèves de 3e, de seconde et de grands garçons de la section D, où l'on ne fait pas de latin. Rustres, robustes, plus hauts de la tête que leurs camarades classiques, ils étaient fort respectés par eux. Comme à toutes les récréations de 4 heures, le concierge offrait sous les préaux de vieux bâtons de nougat, des biscuits secs d'un rose chimique et des tablettes de chocolat meunier, papier jaune et goût fin, en bel ordre sur une toile cirée. De grands gaillards à galoches, en longues blouses noires que l'absence de boutons rendrait voltigeantes, longeaient les murs en discutant. Dans un coin, 3 arbres mouraient, 3 acacias débiles, dévêtus d'écorce et tatoués de noms. Dans leur partie hors d'atteinte, l'anémie des grappes poussiéreuses faisait penser à d'autres lieux où des arbres normaux poussaient de la terre véritable et où c'était l'été. Un maître d'études errait très loin, au bout de quelques flottantes trajectoires. Augustin aperçut un groupe immobile d'élèves, les uns debout, d'autres assis sur un petit banc de pierre, d'autres vautrés à même le sol, à l'ombre des troncs d'acacia. Un de ses camarades de 3e s'y trouvait, l'indolent et doux Vaton, qui lui était sympathique. La conversation continua sans que le nouveau venu parût l'interrompre, et Vaton accrocha son bras. C'était une causerie saccadée, coupée de silence, pleine d'allusions et de sournois sourires. Augustin fut long à comprendre ce qui s'y agitait, jusqu'à ce que le gueur Henri, frère de le gueur Marcel, celui qui avait appelé le censeur la vache, dédaignant toute expression approchée
et soucieux de n'offrir à la vérité que des lignes droites, prononça dogmatiquement : « Eh bien moi, je te dis qu'elle aurait marché !» Son voisin se releva lentement du sol, haussa un genou et s'y appuya le coude, dans l'attitude des statues d'angle au fronton grec. Mélancolique une seconde, le temps de sentir l'irréparable, le Hugueur regretta. C'était la plus baffe. De rudes mots d'obscénité et d'excréments éclatèrent au soleil et, ainsi exposés au plein air, perdirent leur caractère d'émission verbale, churent en masse molle et fumèrent comme leur modèle. Le genre de confidence, familier aux chambrés, flottait au-dessus de ces corps vautrés. Ils prenaient un air supplémentaire de grêle vilainie, tenant à leur jeunesse. Le Hugueur Henri s'était spécialement distingué. Il avait essuyé la joue de la môme avec sa manche, mon vieux, comme ça, avant de l'embrasser. L'élève Dupérier, surnommé « ta douleur Dupérier », se borna à dire « flûte » par manque d'imagination. Mais Vaton, plus personnel, brûla l'étape de l'étonnement, s'éleva d'un bond au lyrisme. Tordant les mains, les yeux au ciel, il déclamait d'un air vorace « Une fille de joie! Une fille de joie !» et semblait chaque fois reprendre à la même assiette une nouvelle liquée de ragoût. Certes, quelques connaissances de ces choses avaient pénétré jusqu'à Augustin. À travers cette éducation singulière, intellectuelle, familiale, attentive et retirée. Certaines causeries de camarades, des lectures de rencontres, l'étalage de journaux illustrés à la Modern Library, filles saumon clair et officiers rouge vif, lui avaient appris en gros le sens des conversations dites déshonnêtes. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.